Le 17 mars, les États-Unis ont déployé le B-2 Spirit, le bombardier le plus avancé au monde, pour détruire un tas de sable. En réalité, cette zone sablonneuse dissimulait quelque chose capable d'anéantir toute la flotte américaine en mer Rouge. Dans l'après-midi, à près de 13 000 km de là, à la base aérienne de Whiteman, ce bombardier se préparait au décollage. Mais quel rapport entre un bombardier au Missouri et le conflit au Yémen? Car ce n'était pas un bombardier ordinaire. Ce bombardier B-2 Spirit n'est pas seulement le plus avancé en service dans l'armée américaine, mais aussi le plus sophistiqué au monde. Après son décollage du Missouri, l'avion a effectué un ravitaillement à mi-parcours, car le voyage vers le Yémen prenait plus de 12 heures. Durant la mission, le B-2 se ravitaille généralement toutes les 6 heures, pour garantir une réserve de carburant suffisante. Lorsque le bombardier se trouvait à environ 2 heures de vol de la zone cible, ils ont procédé à un nouveau ravitaillement au-dessus de la mer Rouge pour éviter d'être repérés dans l'espace aérien yéménite, car l'avion ravitailleur KC-135 n'est certainement pas furtif. Après avoir fait le plein, les pilotes du B-2 ont accéléré à vitesse maximale vers le Yémen et verrouillé leur cible. Auparavant, les États-Unis avaient détruit la majorité des installations d'armement des rebelles Houthis dans l'Est. Dans une base isolée dans les montagnes de la province de Saada, les Houthis avaient concentré leurs petits arsenaux d'armes et les avaient déplacés profondément sous terre. Mais cela n'était toujours pas suffisant pour les protéger de la puissance du B-2. Vers 1h29 du matin, la soute à bombes du B-2 s'est ouverte pour larguer une série de bombes massives. Il a fallu environ 55 secondes pour que les bombes tombent d'une altitude de 15 000 mètres jusqu'au complexe de bunkers souterrains. Avec la capacité de chaque bombe anti-bunker de pénétrer 2,4 mètres de béton et 6 mètres de roche, il fallait environ 2 bombes pour briser l'enveloppe protectrice de chaque bunker. Après avoir percé la protection du bunker, chaque cible recevait une bombe supplémentaire pour détruire complètement l'intérieur. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Comme prévu, le système de guidage GPS des bombes les a dirigées avec précision vers chaque bunker. Avec une précision absolue, chaque bombe est tombée exactement dans le cratère créé par la précédente. En quelques secondes, le ciel nocturne s'est illuminé de boules de feu causées par les explosions secondaires successives lorsque le dernier grand arsenal d'armes des Houthis a été détruit. Mais les États-Unis n'en avaient pas terminé. Seulement 3 heures plus tard, le bombardier B-52 Stratofortress est apparu. Équipé de 20 missiles Joint Air-to-Surface Standoff à portée étendue, le bombardier pouvait frapper les cibles ennemies jusqu'à 925 km de distance. Ces missiles ont poursuivi la destruction de 4 camps d'entraînement Houthis, visant à démoraliser l'ennemi et à éliminer ses forces combattantes avant qu'elles ne puissent rejoindre le champ de bataille. Cependant, malgré ces succès écrasants, les Houthis tenaient à démontrer qu'ils possédaient encore une capacité de combat. Vers 20 h ce soir-là, l'USS Tout patrouillait à environ 48 km des côtes yéménites lorsque les officiers de quart ont signalé quelque chose d'inhabituel au pont de commandement. À une distance de 240 km, les radars du navire ont détecté la signature de 2 missiles en approche. Bien que confronté à 2 menaces directes imminentes, l'équipage de l'USS Tout, composé de certains des marins les plus aguerris et expérimentés au monde, n'a pas eu besoin de plus de 2 secondes pour décider de leur réaction. Le commandant a immédiatement ordonné l'emploi de la même tactique utilisée précédemment par l'USS Gettysburg, comme nous l'avons mentionné dans notre vidéo précédente, mais cette fois-ci, ils allaient déployer un système d'armement entièrement nouveau. En observant ici, vous remarquerez une imposante structure en forme de boîte. Ce système, connu sous le nom de système de leurs actifs MK-53 Nulka, représente la défense passive la plus sophistiquée disponible pour protéger les navires de surface contre les missiles antinavires. Chaque destroyer est équipé de 2 lanceurs Nulka, un sur bâbord et un sur tribord. Chaque lanceur peut contenir 2 missiles Nulka. Similaire au système chaff utilisé sur les avions, ce dispositif fonctionne selon le principe d'utilisation de matériaux de brouillage pour détourner les missiles à guidage radar actifs de leur cible. Le système disperse des bandes fines d'aluminium, de fibres de verre, de matériaux métallisés ou de plastique pour aveugler ou perturber les systèmes radars. Après son lancement, le leurre Nulka émet une signature radar importante similaire à celle d'un navire et suit une trajectoire différente pour attirer les missiles ennemis loin de la cible réelle. Cette mesure de défense passive ne détruit pas physiquement le missile entrant, mais sa façon de protéger le navire est sans précédent dans l'histoire de la guerre navale. Dans les 3 secondes suivant la détection d'un missile entrant, le lanceur Nulka tire automatiquement ou manuellement un projectile. Dans ce cas, le capitaine décide d'utiliser le missile Nulka pour économiser les missiles SM-2. Dès son lancement, il s'élève rapidement de sa rampe de lancement. Et à une distance de 1 à 2 km du navire, il active son répéteur de fréquence radio.
C'est ce qui transforme ce simple leurre en véritable cauchemar pour les missiles ennemis. Bien que les fréquences exactes restent confidentielles, nous savons avec certitude qu'ils imitent les fréquences radar émises par les navires américains, mais de manière amplifiée. Si le Chaff peut créer une cible d'une surface allant jusqu'à 10 000 m², le Nulka est capable de dépasser largement cette performance. Avec une couverture à 360 degrés sans angle mort, son émetteur RF le fait apparaître comme une cible extrêmement attrayante, attirant les missiles vers lui, tandis que son moteur continue de l'éloigner du navire seconde après seconde. À une distance de 48 km du navire, les deux missiles changent brusquement de direction et se dirigent vers le leurre Nulka qui dérive inoffensivement dans le vent. Bien que les missiles croient foncer vers un navire, ils finissent par plonger inoffensivement dans l'océan. Cependant, malgré l'échec de cette dernière attaque, les États-Unis décident de mettre fin à ces agressions en détruisant la source fournissant les données de tir aux Houthis. Mais une telle action risque de faire basculer le conflit au-delà des frontières, transformant une bataille localisée en un conflit régional majeur. Selon les premiers rapports des médias saoudiens, une formation de chasseurs F a 18 décolle du porte-avions Truman vers 1h30 du matin le 19 mars. Bien que cela ressemble à une frappe ordinaire, leur objectif prévu est tout sauf conventionnel. Alors que les avions de combat rugissent vers le sud de la mer Rouge, au lieu de virer à gauche pour survoler le Yémen, ils poursuivent leur trajectoire rectiligne vers le détroit de Bab el-Mandeb. Leur cible n'est pas une rampe de lancement de missiles Houthis, ni un dépôt d'armes, ni même un centre de commandement. C'est ce navire. Ce navire s'appelle le Zagros. C'est un navire de guerre iranien de 1500 tonnes. Contrairement aux navires de guerre conventionnels équipés de missiles et de roquettes, celui-ci est couvert d'antennes radio. C'est parce que ce navire est le premier navire de collecte de renseignements spécialisé de l'Iran, et sa destruction infligerait un coup sévère aux Houthis. Ne disposant pas de capacité de collecte de données de tir autonome, les Houthis dépendent des Iraniens et des Russes pour ces informations. L'une des principales méthodes utilisées par l'Iran pour recueillir ces données provient de navires comme le Zagros. En patrouillant dans le détroit de Bab el-Mandeb, il peut alerter les artilleurs Houthis chaque fois qu'un navire passe. En transmettant le cap initial, la vitesse et la position, les Houthis peuvent facilement orienter leur radar dans la bonne direction pour commencer à cibler leurs armes. Et c'est précisément ce que les États-Unis cherchaient à empêcher. Selon les médias saoudiens, des avions F, ADX-8 américains auraient lancé une série de missiles sur le navire vers 2h30 du matin, heure locale. L'attaque aurait causé des dégâts considérables. D'après les rapports, le navire aurait chaviré sur le côté avant de couler en quelques minutes, sans aucun survivant. Suite à ces informations, tant l'Iran que les États-Unis ont démenti toutes ces allégations. Les Américains ont affirmé n'avoir coulé aucun navire, tandis que l'Iran a déclaré que son navire était toujours en sécurité dans le port de Bandar Abbas. Ce démenti a soulagé les commandants américains, car le navire était opéré par des combattants de la force Quds iranienne, une branche des gardiens de la révolution islamique. Mais alors que cet incident s'est révélé être l'un des rares événements démystifiés, l'attaque suivante était, elle, bien réelle. Frustrés de ne pas avoir pu infliger de dommages à la flotte américaine, les Houthis ont décidé de lancer plusieurs missiles balistiques supplémentaires vers Israël. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'ils procèdent ainsi, c'était la première fois que les Houthis tentaient d'attaquer des cibles non militaires dans ce conflit. Malheureusement pour eux, l'équipage de l'USS Kearney était prêt. Vers 22h30 ce soir-là, le personnel de quart du Kearney a été alerté du lancement de missiles balistiques grâce à leur terminal tactique commun. Cet équipement recevait des données infrarouges en temps réel provenant de satellites situés à plus de 100 km. Les données indiquaient que les Houthis venaient de lancer plusieurs missiles balistiques en direction d'Israël. Heureusement, ils disposaient de l'outil parfait pour cette situation. Il s'agissait du missile SM-3, le système de défense antiaérienne le plus avancé de l'arsenal américain et l'arme principale pour contrer ce type de missile balistique. Bien que pesant 1,5 tonnes, ce missile peut se déplacer à une vitesse 13 fois supérieure à celle du son. Un véritable missile supersonique. Cependant, contrairement aux ogives à fragmentation conventionnelles, ce missile dispose d'un mécanisme de destruction très innovant. Il s'agit du projectile léger exo-atmosphérique, Lightweight Exo-Atmospheric Projectile, qui est le secret qui rend le SM-3 véritablement révolutionnaire. Contrairement aux missiles conventionnels qui espèrent s'approcher de leur cible à quelques dizaines de mètres et la détruire avec des milliers de fragments d'acier, ce missile vise un contact direct grâce au projectile léger exo-atmosphérique, l'EAP. Voici comment cela fonctionne concrètement. Lorsque le missile SM-3 poursuit sa cible, le radar de surveillance transmet au missile des données de position actualisées sur la menace, plusieurs dizaines de fois par seconde. Quand le SM-3 arrive dans les derniers kilomètres de sa cible, il se sépare de son corps principal plus lourd et le LAP s'élance vers le missile ennemi.
Lorsque le LEAP se détache du corps du missile, ses capteurs actifs s'allument pour le guider vers sa cible durant la phase finale. Et alors que le SM-3 mesure 6,5 mètres de long, cette section ne fait que 56 cm de long pour un diamètre de 25 cm. Mais cet élément se déplace à une vitesse extraordinairement élevée. Ce projectile doit supporter des températures extrêmement élevées lorsqu'il se déplace à une vitesse environ 13 fois supérieure à celle du son. À la limite extérieure de l'atmosphère, le LEAP doit fonctionner dans des températures descendant jusqu'à moins 63 degrés Celsius. Lorsqu'il plonge vers sa cible, il subit des températures atteignant 2038 degrés Celsius. Sans sa fabrication en matériaux composites spéciaux, il se serait désintégré dans ces conditions thermiques extrêmes bien avant l'impact. En quelques secondes seulement, il rattrape le missile-outil et percute sa tête explosive, réalisant une interception parfaite. La section arrière du SM-3, précédemment détachée, se consume dans l'atmosphère en raison des frottements intenses, évitant ainsi tout danger pour la surface terrestre. Pour l'USS Kearney, c'est un succès supplémentaire et la dernière action dans la confrontation entre les États-Unis et les forces houthis durant la semaine écoulée. Le lendemain, le 20 mars, l'armée de l'air américaine poursuit ses frappes au Yémen avec des F-15 et des drones MQ-9 Reaper. Cependant, seul un nombre limité de cibles ont été attaquées. Ce n'était pas parce que l'armée américaine était fatiguée ou à court de munitions, mais simplement parce qu'il n'avait plus de cibles à frapper. La preuve en est que la seule action entreprise par les Houthis ce jour-là fut le lancement de seulement 5 drones, que l'USS Jason Dunham a rapidement neutralisé grâce à son système CIWS. Il est évident que les forces Houthis sont actuellement à leur plus bas niveau de capacité militaire depuis une décennie. Néanmoins, à moins que les États-Unis ne puissent imposer un blocus naval efficace au Yémen, les navires de contrebande iraniens reconstitueront rapidement les capacités antérieures des Houthis. Et tout ce scénario devra être rejoué une fois de plus. Le moment est venu de nous dire au revoir. Nous espérons que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté des informations intéressantes. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup et rendez-vous demain, à la même heure.